En entamant cette réflexion sur ce qui semble diviser de façon si nette jusqu'ici l'abord psychanalytique du féminin de son abord, disons, féministe, je n'entendais pas seulement évoquer un dialogue, disons, nécessaire, quoique pas toujours établi, mais également tenter de préciser la logique d'un discours qui semblait s'être régulièrement déterminé en opposition au discours majoritaire des psychanalystes, parfois à bon escient d'ailleurs. Cette division régulière entre deux modes de pensée, qui ont tous deux pour conséquence ce qu'on pourrait appeler un progrès du féminin, est devenue une évidence et semble ne plus faire question. On admet l'idée qu'il serait vain de les rapprocher, car ils développent une logique opposée. Il est vrai que les discours psychanalytiques les plus entendus ont tardé à donner ses conséquences à ce fait essentiel que les premières étapes de la pensée freudienne, portant sur le féminin, étaient particulièrement marquées de l'empreinte de leur temps. Ils n'ont pas su dessiner une évolution qui tienne compte du fait que cette logique toute phallique par quoi Freud avait organisé sa pensée du féminin ne pouvait bien longtemps suffire à représenter ce qu'il en était. C'est d'emblée que le partage s'était fait entre le cheminement de cette pensée et ceux et celles qui, sur le féminin, voulaient opter pour une autre voie. Il était déjà remarqué que si la sexuation se conçoit en termes entièrement phalliques, l'un des sexes est défini en excès et l'autre en défaut. La position féminine était totalement définie en termes de moins, de castration, dans un discours qui ne connaissait pas d'autre signifiant que celui du phallus, pas d'autre logique que celle du tout phallique. Y avait-il alors, pour ce faire, d'autres possibilités que d'accepter ou de refuser ce tout en refusant la grammaire de l'inconscient? Il semble que longtemps, il n'y ait pas eu d'autre voie, en tout cas qui se construisent, de sorte que les objections formées à l'endroit de cette doctrine freudienne première ont abouti à des refus de l'inconscient, ce qui se conçoit si l'inconscient était tout cela et rien que cela. Parmi les étapes décisives de cette séparation de l'inconscient, s'était dessiné au milieu du siècle dernier un état des lieux percutant de la pensée du féminin avec Simone de Beauvoir. Elle mesurait l'apport qu'avait fourni Freud sur nombre de points, qu'elle traduisait dans le propos « on ne naît pas femme, on le devient », mais elle récusait également, bien sûr, cette logique toute phallique à laquelle il résumait le féminin avec sa définition négative. Cette grammaire, cependant, était aussi celle de la loi sexuelle, où la femme était définie comme castrée pour pouvoir être l'objet du désir de l'homme, algèbre élémentaire et puissante. En déchiffrant celle de l'inconscient, Freud donnait donc le chiffre de la loi du rapport des sexes. Et dès lors, une efficacité politique nouvelle s'est appuyée sur ce négatif pour le renverser en exigence positive. Aussi, loin de chercher une sorte de réconciliation improbable, j'en viens à penser que c'est ainsi séparé et contradictoire que psychanalyse et féminisme sont souvent utiles l'un à l'autre. Lacan répondit à Beauvoir, longtemps après leur rendez-vous raté, cela paraît certain, même s'il ne l'a pas dit. La remarque en était faite déjà en 1998 par Françoise Collin, qui disait gentiment qu'elle ne prétendait pas faire de Lacan un féministe qui s'ignore, et moins encore un disciple de l'auteur du deuxième sexe, mais tout de même, certaines choses surgissaient lorsque la question des femmes s'introduisait dans sa réflexion. Son élaboration de la logique pas toute phallique, qui s'écarte de la logique classique de la non-contradiction, répond aussi aux positions freudiennes, celles qui étaient restées dans l'ordre du tout phallique. Une réponse très vaste, qui pourtant n'est pas aujourd'hui encore, pour l'essentiel, connue ni utilisée selon son ampleur.
L'énonciation de Lacan a joué et joue un rôle encore, on le sait, dans le silence théorique qu'il a accueilli, parmi d'autres facteurs. Avec des énoncés volontairement équivoques, volontairement énigmatiques, voire provoquants. Son texte, donc, qu'il soit écrit ou oral, exige un déchiffrage. En m'attelant à le déchiffrer il y a longtemps, comme on le fait d'un lapsus ou d'un rêve, j'ai peu à peu mis au jour 3 grands mythes féministes, en somme, de Lacan, qui vont plus loin, à mon sens, dans la subversion de cette grammaire phallique que les discours féministes ne le font. Le premier de ces mythes est une réinterprétation de la Genèse où la soustraction de l'os d'Adam s'avère métaphorisée, ce qui se produit dans le rapport sexuel lorsque la soustraction fonctionnelle de l'instrument de la copulation limite la jouissance du couple sexuel et se substitue à une conjonction. Lacan déchiffre aussi la fabrication à l'aide du phallus soustrait pour compenser cette perte de jouissance d'un objet féminin mis à disposition. Il la compare à la fabrication capitaliste de la plus-value de Marx et la traduit en plus de jouir, destiné à compenser la limite du phallus, qui est donc cette limite, y compris dans son versant organique, d'abord dans son versant organique, le pivot majeur de l'idéologie sexuelle. Face à cette thèse, certains diront, si c'est la physiologie de la jouissance qui produit cette idéologie, qui pouvons-nous? Après l'anatomie comme destin, allons-nous devoir accepter la physiologie des jouissances comme destin? Bien autre pourtant est le sens de cette interprétation, à mon avis. Car déconstruire ce que ces discours ont construit à partir d'une particularité physiologique, déconstruire ce phallus à sa source, montrer ce signifiant érigé sur sa limite organique, qui doit sans cesse être repoussé ou compensé, le rend peu à peu contingent. L'idéal phallique chute, et ce n'est pas un drame, sauf si l'on tient au mythe de la toute-puissance phallique, comme certaines contrées religieuses ou certains discours le font. Que ce soit d'ailleurs pour le célébrer ou pour le dénoncer. Deuxième grand mythe lacanien. De par cette limite phallique posée devant une conjonction possible, aucun rapport fondé sur le sexe ne peut être établi entre les deux sexes. Le langage y supplée, en le remplaçant par une loi de l'avoir et de l'être où l'un dispose de l'autre. On peut en déduire qu'il y supplée dès l'origine et que cette limite, Lacan franchisse pas, est à l'origine du langage, en termes topologiques ou en termes de fiction. Lacan l'énonce ainsi abruptement. Je rappelle brièvement ces termes que j'ai longuement commentés. La détumescence chez le mâle a engendré cet appel de type spécial qu'est le langage articulé, grâce à quoi s'introduit dans ces dimensions la nécessité de parler. C'est de là que rejaillit la nécessité logique comme grammaire du discours. Vous voyez si c'est mince. Il a fallu, pour s'en apercevoir, rien de moins que l'émergence du discours analytique. Cet énoncé tonitruant, qui a pourtant résonné dans le silence, établit une articulation intime entre les lois sexuelles et le rapport, et ce qui serait un rapport sexuel au sens de Lacan. L'échec de la jouissance sexuelle, donc, à former un rapport entre l'homme et la femme, a pour effet que le sujet se sépare du sexe pour signifier son être. Et y substitue une loi où il ne s'agit plus de jouir avec l'autre, mais d'en jouir. Point majeur où la pensée psychanalytique peut apporter sa pierre dans ce qui a été appelé la biopolitique, puisqu'elle inscrit ainsi
une articulation intime, particulièrement intime, on pourrait dire même extime, puisqu'elle fonde une loi entre le politique et le rapport sexuel. Troisième grand mythe, encore moins connu, pourtant tout aussi puissant et clair. Reprenons la Genèse à nouveau. Lacan déduit que ce langage, né pour suppléer comme appel articulé à la limite sexuelle du phallus, pourrait avoir été inventé par Ève et au-delà par les femmes. Cette Ève, née de l'homme pour être représentée tout entière dans la fonction phallique, aurait inventé le langage comme suppléance au défaut du rapport. Parler, en somme, pour établir un autre rapport que sexuel. Mais avec ce langage et son signifiant phallique, qui masque la faille tout en l'incluant, eh bien, elle la révèle. Et là serait la clé du péché originel, la faille du phallus que Lacan appelle première faute, qui ne cesse de s'accroître. Je le cite là encore, avec précision tant ce texte est incroyable. Moi, dit-il, je serais assez porté à croire que, contrairement à ce qui choque beaucoup de monde, c'est plutôt les femmes qui ont inventé le langage. D'ailleurs, la Genèse le laisse entendre. Avec le serpent, elle parle, c'est-à-dire avec le phallus. Fin de citation. Cette faille du phallus, ce par quoi l'organe puis le signifiant font obstacle au rapport sexuel, au sens lacanien, est révélée par le langage même qui y supplée. Je cite à nouveau Lacan. La création divine se redouble donc de la parlotte du par-l'être, comme je l'ai appelé, par quoi Lévi, Ève, fait du serpent ce que vous me permettrez d'appeler le cerf-fesse, ultérieurement désigné comme faille, ou mieux phallus, puisqu'il en faut bien un pour faire le faux pas. Fin de citation. Ce mot de cerf-fesse, c'est bien sûr l'angoisse du faux pas, que vous écrivez comme vous voulez, de deux façons. De là s'ensuit une logique où sans cesse l'écart s'agrandit. Je cite, ne cesse pas la faille qui s'agrandit toujours, dit Lacan, sauf quoi? Sauf à subir le cesse de la castration comme possible. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce dont il a parlé au long des années, toute cette castration, sur quoi se fonde par renversement la puissance du phallus, qu'il fait responsable de l'absence du deux sexuel, en y substituant l'un et son objet. Tout cela peut cesser en tel ou tel point, en s'écrivant, c'est-à-dire quand s'instaure ici ou là un savoir apaisé de cette castration-là. En opposition, avec la logique toute de l'inphallique, se construit cette logique, pas toute, phallique, que les femmes souvent adoptent, mais pas toutes les femmes. Cette logique s'oppose à la nécessité de parler au nom de toutes les femmes, au nom de toute la femme et au nom d'une seule jouissance également, remarquez-le bien. Ce qui est important dans l'exemple de Thérèse d'Avila dont on a parlé ce matin, c'est qu'elle représente bien avant l'heure un exemple de logique pas toute, de logique double, à la fois phallique et non phallique, qui se manifeste d'abord à un niveau extrêmement simple et pas du tout ineffable. Ce double déploiement tout à fait contradictoire n'a pas pour effet que chacune de ces dimensions soit annulée par l'autre. Il me semble plutôt qu'elles se nourrissent l'un l'autre. Fort active dans le discours, d'une manière qualifiée de virile d'ailleurs, avec la fondation des monastères, Thérèse témoigne par ailleurs de cette jouissance autre qui parcourt ses écrits et elle a évité, on le sait, de peu. Ces écrits ont évité, on le sait, de peu la sanction de l'Inquisition. La division de son mode de jouissance entre la phallique et l'autre objecte, certes, à la loi sexuelle des sociétés patriarcales, en un point, tout en s'y prêtant en un autre. On pourrait penser qu'une telle contradiction est incohérente, mais au contraire, elle apporte une efficacité spécifique dans des champs opposés. Aucune femme, disait Lacan, ne s'en tient à cette jouissance autre. Il voulait dire qu'elles y ajoutent la jouissance phallique, celle du discours, les mystiques comme les autres. La nécessité de cette logique du patou que Lacan propose pour le féminin, entre autres,
ça ne lui est pas réservé, se fait encore plus sentir aujourd'hui où elle se manifeste plus librement, bien qu'elle ne soit pas, on le sait, très efficace dans l'ordre politique où les logiques du tout sont généralement exigées. Dans la plupart des pensées dites féministes, en particulier radicales, qui s'en tiennent à la jouissance phallique, cette division n'apparaît pas. Il est tout à fait loisible aux femmes aujourd'hui de se déterminer entièrement selon le tout phallique. Notre époque leur en laisse la possibilité presque entière et l'accès, tout en leur ayant enfin restitué la liberté de cette jouissance phallique, autant dans le champ sociopolitique que dans le champ de l'amour. La réflexion lacanienne montre le phallus comme ambocepteur, c'est-à-dire sur les deux versants de la sexuation, parce qu'il y est de fait ayant deux pôles. Et le phallus lesbien de Judith Butler l'entendait bien ainsi, quoique dans un tout autre registre. Écrire ce concept, le déconstruire, le rend contingent. Comme support d'une position psychique, cette jouissance phallique n'est pas tant reliée à un organe clitoridien ou pénien qu'à un orgasme, je le suppose. Elle tient à la capacité orgastique de l'organe qui est équivalente dans les deux cas. Lacan disait que quoique l'organe soit mince chez la femme, sa jouissance y fait tout autant bord à l'inconscient que chez l'homme. Il ne connaissait pas encore l'organe clitoridien interne, beaucoup moins mince, on le sait, personne ne le connaissait, avec ses arches et ses piliers qui affleurent à la paroi vaginale sur son envers. Et même si on s'est beaucoup gossé de l'orgasme vaginal de Freud, on en parlait ce matin, il n'avait pas tout à fait tort, les dernières découvertes biologiques le montrent, puisqu'il préconisait pour le susciter une stimulation clitoridienne préalable sans savoir encore par quel processus elle pouvait être efficace. On le sait maintenant, si on ne l'oublie pas. La restitution de la jouissance phallique aux femmes fut absolument nécessaire pour pouvoir seulement prendre la parole. Comme elle vaut pour les deux sexes, cette jouissance, certains considèrent qu'il est bien de s'y tenir et de ne définir aucune jouissance spécifique d'un sexe. Une autre position se dessine qui consiste à considérer une zone commune du discours, organisée désormais pour les deux sexes selon la jouissance phallique, tandis qu'en supplément, quiconque, quel que soit son sexe, peut choisir d'y ajouter, hors du discours, un autre mode de jouissance comme une création singulière. L'antique répartition patriarcale, sa distribution du phallus, son instauration du sujet dans un sexe et de l'objet dans l'autre, tout cet universel de l'être et de l'avoir qui substitue au sexe une grammaire de pouvoir, est arrivé à échéance. Ça n'est pas seulement face aux toutes les femmes dont les féminismes successifs annoncent relever le flambeau général que le patou psychanalytique se distingue, soulignant que ça n'est qu'au cas par cas qu'une jouissance autre que phallique parfois se déploie. C'est également face aux toutes la femme, puisque cette jouissance phallique n'est pas le tout de la jouissance, il y en a une autre, comme supplément possible, qui sert notamment à établir un rapport de deux en se séparant, en s'affranchissant de la loi sexuelle. Cette jouissance ne tient pas à un organe, mais elle ne l'exclut pas. Nul n'est désormais tenu à la logique toute phallique universelle comme sujet ou comme objet. Et ça fait beaucoup plus de deux sexes possibles. On ne conçoit pas jusqu'ici qu'une logique, pas toute, comportant deux modes de jouissance psychique possibles, puisse constituer un élément de féminisme élaboré par la psychanalyse. On n'évoque plus guère la discussion opposée à Freud sur les deux jouissances organiques possibles de la femme, car au regard des données biologiques nouvelles, de fait, elle est close. Tout le monde ne le sait pas encore. Elle est close car chaque position a eu raison sur un point. Freud avait raison sur ce que je soulevais tout à l'heure, ce qui s'y est opposé, notamment des discours féministes, avait raison sur le fait qu'il n'y a qu'une seule nature organique de l'orgasme.
Voilà ce qui est exact. C'est très important. Si on ne conçoit pas cette logique pas toute qui passe d'une jouissance à une autre, c'est que nous sommes encore trop habitués à concevoir le politique de l'inconscient selon la pensée de l'un qui pourtant, et y compris là où on ne l'attend pas, cette pensée de l'un qui pourtant se déconstruit tout autant que le grand autre, que le Dieu. Simone de Beauvoir, au milieu du siècle dernier, a tiré l'attention sur Thérèse d'Avila pour en souligner à juste titre la remarquable liberté. Mais elle ne pouvait concevoir que cette liberté soit un éclairage pour les femmes dans la mesure où elle n'était qu'une féminité singulière, qui ne faisait pas école, qui ne parlait pas au nom de toutes. Mais pourtant, ce supplément qui la faisait écrire, s'ajoutant à son intégration phallique dans un discours, constitue une division extrêmement moderne et non plus seulement par exception, mais comme un ordinaire. Certes, le retentissement qu'on entend, surtout, c'est celui de la jouissance phallique, c'est d'ailleurs sa fonction de retentir. Sur le versant de l'organe, les affichages joyeux du clitoris sous toutes sortes de formes et même un ballon gonflable érigé devant la tour Eiffel sont très drôles pour rappeler avec humour qu'il fut longtemps banni de la carte des jouissances et qu'il continue d'être éliminé en acte dans plusieurs endroits de par le monde. Au moment où la misère grammaticale de cette loi sexuelle se montre presque désormais sans phare, il n'est pas malvenu, il est même comique que sa victime millénaire défile comme en procession. J'ai fini. Cependant, lorsque cette jouissance est seule en scène, eh bien, elle n'a souvent plus d'autre ambition qu'une équivalence phallique. Il lui suffit en somme que, dans ce cas, que les femmes aient intégré les discours comme sujet phallique de la parole. Il lui suffit qu'elles puissent gagner à leur tour l'antique tendance au tout et au toutes, sans supplément possible d'une autre jouissance. Penser au nom de toute la femme et de toutes les femmes, c'est un discours précisément, c'est un discours dont la logique a pu être établi comme relevant d'une structure et comportant une efficacité particulière. Les résultats de ce discours sont si effectifs que ce sont ceux-là même qui ont nourri les débuts de la psychanalyse à partir des énoncés désanalysants. Il n'y aurait donc aucun sens à refuser ces résultats et leur efficacité, mais il n'est pas interdit de les interpréter. Ce discours s'oppose dans sa structure avec celui de l'analyste, mais il alterne avec lui, peut-être nécessairement, comme une porte bas. Quelque chose dans les discours de nos sociétés n'attend plus de lendemain qui chantent des foules d'hommes en marche, pas plus des femmes d'ailleurs. On constate, on observe quelque chose qui recueille, qui compte, qui additionne tout ce qui surgit un par un ici et là, tout ce qui fait acte, qui compte et qui se compte. L'absence du rapport sexuel, disait Lacan, est rendue moins lourde par ce qu'effectue le mode de jouissance des femmes, une par une. Dans cette logique, pas toutes, que beaucoup choisissent, mais cette logique s'étend hors des régions sexuées habituelles. Elle n'a pas de sexe comme tel, elle permet de s'établir dans un discours, d'y prendre appui, de s'y exercer et d'autre part de tresser un par un avec un autre choisi le nouage d'un deux effectif. Mesure-t-on combien c'est une par une, c'est deux par deux, s'additionnent sans pourtant participer d'un tout ou d'un tout totalement? Ça ne veut pas dire qu'elle n'y participe pas du tout. Non, bien sûr, on ne peut pas le mesurer. Et pourtant, même si on voit trop souvent encore ressurgir les rebonds dévastateurs des logiques du tout, eh bien, cette logique, pas toute, fait reculer leur règne. Je vous remercie.